Salut à tous, bienvenue dans l'œil percé, l'œil qui a percé le voile qui le recouvrait. Et donc c'est avec cette perception clarifiée qu'on va aborder différents sujets et on va parler aujourd'hui de différentes personnalités d'Internet. On va parler des dernières news aussi qui nous concernent, les news de l'apocalypse j'ai envie de dire. Mais on va aborder tout ça avec le prisme de l'antéchrist et des faux amis. Vous connaissez le proverbe, gardez-moi de mes amis, mes ennemis je m'en charge. Parce que c'est vrai que bon, Emmanuel Macron on sait qui c'est, on sait pour qui il joue, mais là aujourd'hui on va s'intéresser à des personnalités internet qui sont classées alternatifs, voire classées dissidents, voire classées résistants à Macron. Pourtant, on va voir un certain nombre de faits qui laisseraient entendre que certains pourraient être en fait des faux amis. Que certains font de la gestion de perception. Vous savez, la gestion de perception, c'est une technique américaine. Vous pouvez trouver la page Wikipédia qui le décrit. Une technique en fait de manipulation de masse qui consiste à éliminer toute une certaine partie de la vérité. C'est de l'ingénierie sociale en fait. On va parler de différentes personnes et il y a des personnes sur lesquelles j'ai un avis très positif. Je pense qu'ils jouent plutôt dans le camp de ceux qui veulent révéler la vérité, dans le camp de la lumière, dans le camp du Christ. Et puis peut-être d'autres vont faire plus le jeu de l'antéchrist. Quoi qu'il en soit, on va donc parler de Pascal Lafargue et de Patricia Daré, qui sont deux médiums. Alors, oui, je sais, c'est pas scientifique les médiums, mais c'est quand même intéressant ce qu'elles ont déclaré. On va parler d'aldostérone. Oui, on va parler aussi de Didier Qualac. Et puis, on va parler des nouvelles. On va parler, par exemple, du fait qu'aujourd'hui, on est le 22 juin 2025, au moment où vous regardez cette vidéo. Et donc, ça fait un an, jour pour jour, que l'épée Durandal a été retiré du rocher de Rocamadour. Et on va avoir des nouvelles par rapport à cette épée d'ailleurs, parce qu'il s'est passé quelque chose à son sujet. On va parler également de la mutilation des vitraux de Notre-Dame de Paris, les 6 chapelles sur 7 qui doivent être détruites, enfin en ce qui concerne les vitraux. Et on va parler du fait aussi que je suis shadowban d'Amazon. Parce qu'aujourd'hui, ouais, et les suites de l'affaire, le grand virage. Et donc tout ça sous le prisme de l'antéchrist et des faux amis. C'est parti. Alors on va commencer à parler de Pascal Lafargue et de Patricia Daré, deux médiums. Alors oui, je sais, c'est pas scientifique et ça va à contre-courant de ce que je dévoile sur ma chaîne, puisque tout ce que je démontre, c'est purement scientifique. Vous savez, je récapitule un peu pour ceux qui me découvriraient depuis peu, et puis clarifier, ça fait jamais de mal, que, en gros, j'apporte un éclairage totalement nouveau par rapport à un message qui nous est transmis par nos ancêtres, par les plus sages, les plus intelligents et les plus justes, et par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le Christ. C'est-à-dire qu'en fait, c'est complètement exceptionnel ce que j'ai découvert. C'est en fin de compte les secrets du Christ, la révélation du Christ, une sorte de botte secrète pour les justes, pour les gens vrais, sincères et honnêtes, une botte secrète qui nous amène la vérité de manière purement scientifique, c'est-à-dire avec des preuves qui sont vérifiables par tous. Et ça fait partie du Christ, autant que ça fait partie de la tradition odinique des Vikings, autant que ça fait partie des traditions anciennes, comme celle par exemple des Mayas d'Amérique, et ça concerne les vieux monuments, les vieilles pyramides, les vieilles traditions, les vieilles religions. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, je vous apporte cet éclairage qui nous permet de trier la vérité du mensonge. Et donc, en conséquence, il y a un deuxième travail qui suit, c'est voir qui, dans le paysage audiovisuel, est sincère, qui œuvre
pour le bien, pour la justice, et qui, en fin de compte, fait le jeu du malin, fait le jeu de celui qui va vouloir prolonger le règne des tout-puissants, des oligarques qui nous gouvernent, qui est un règne qui est basé sur le mensonge, la manipulation, et donc l'obscurité. Et dans cette volonté de continuer le règne des élites actuelles et de leur manière de gouverner, il y a la stratégie de l'antéchrist. L'antéchrist, c'est justement l'idée de singer, d'imiter la révélation que je suis en train de vous apporter. C'est singer la révélation du Christ, cette botte secrète du Christ. Ils vont faire quelque chose, ils ont un projet qui ressemble beaucoup et qui peut tromper beaucoup de gens. Et notamment, j'ai discuté avec certains d'entre vous sont parfois pourraient être trompés par ces gens parce que ça ressemble énormément à la vraie révélation christique. Mais en fait, à un moment donné, ils vont bifurquer sur autre chose. Et on va voir tout ça. Donc voilà, il faut vraiment être méfiant et clarifier systématiquement les choses. Donc on va commencer avec la médium Pascale Lafargue. Alors Pascale Lafargue, elle a déclaré dans une émission internet récemment et elle a publié un livre. Je vous mettrai un petit extrait. Celle de rétablir la vérité, mais aussi certains pans d'histoire. Parce que Marie-Madeleine va un peu, à un moment donné, prendre position sur le fait qu'on nous ment. Elle a déclaré ceci. C'était au sujet de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine préserve la connaissance ancestrale et sacrée. C'est-à-dire que cette connaissance, c'est de la science, de la philosophie, de la religion. Ça a à voir aussi avec découvrir le sens réel de la vie. Écoutez ce qu'elle dit, c'est intéressant. Donc l'entité, l'esprit de Marie-Madeleine lui aurait dit il est fondamental sur le fait de retrouver ses racines, son histoire et son identité. Marie-Madeleine lui aurait dit qu'on nous a menti sur notre histoire. On nous a menti sur notre histoire. Elle a insisté là-dessus, Marie-Madeleine, et c'est fondamental en premier lieu de retrouver la vérité sur le passé et sur ses racines. On doit savoir qui on est et d'où on vient. Ensuite, Marie-Madeleine lui a déclaré donc à Pascale Lafargue que elle m'explique que tout est codé et que tout a été codé, que tout est caché dans le symbole, dans le vêtement, dans les dates, dans les lieux, dans la pierre, dans les plus petites choses que nous ne soupçonnons pas. Ces vérités fondamentales, cette connaissance sacrée à retrouver, eh bien Marie-Madeleine a dit que tout avait été codé. Tout est codé, caché dans les symboles. Donc voilà, là ce que nous rapporte Pascale Lafargue, c'est exactement en fait ce que j'exprime sur ma chaîne. On est dans la vraie révélation de Jésus-Christ là. En tout cas pour le moment, on est sur quelque chose de correct, d'exact. Tout ce que je vous montre sur mes vidéos, c'est vrai que c'est un peu complexe. Et d'ailleurs, certains ont l'honnêteté de me le dire en privé. Il faudrait que je fasse des vidéos pour vulgariser un peu plus, etc. Mais c'est vrai qu'avant tout, c'est un codage, donc c'est un petit peu complexe, ça nécessite un petit peu de travail. Mais c'est tout à fait nécessaire. On commence par prouver les choses scientifiquement en dur pour qu'elles soient indiscutables, et ensuite on va vulgariser. Mais il faut d'abord acter ce codage et cette science. Et là donc, j'étais heureux d'entendre ça parce que cette médium, là, Pascale Lafargue, je serais heureux de discuter avec elle en privé pour lui apporter un nouvel éclairage et lui dire, mais oui, c'est exactement ça. Il faut retrouver la mémoire et tout a été codé. Donc voilà, c'est quelque chose de positif. Mais après, je ne juge pas Pascale Lafargue. Il faut pas juger les gens. Donc moi, je suis pas là pour juger. J'apporte la vérité et la vérité, elle, c'est le positionnement de chacun par rapport à cette vérité objective qui va juger les gens. Vous voyez, donc les gens se jugent eux-mêmes en fait en se positionnant. Donc là, c'est intéressant, mais je ne jugerai pas cette personne parce que de toute façon, l'antéchrist peut encore surgir de tout ça. C'est-à-dire que
on peut très bien dire ces choses et puis aller vers le projet de l'Antéchrist, aller vers le projet qui veut rester dans la domination du plus fort et du plus riche par l'argent, par la manipulation, rester dans ce monde d'exploitation qui est un monde qui dure depuis des siècles et effectivement depuis, on pourrait dire, depuis l'époque des Templiers, même un peu avant, même avant. Mais c'est lié aux Templiers et à Patricia d'Arrée, effectivement, tout ça. C'est-à-dire que c'est très ancien. Ce monde d'exploitation est très ancien. Et si on veut vraiment le changer, il faut absolument utiliser le projet christique, le projet de la révélation. C'est un projet qui est mis en place tous les 2000 ans par les sages, par la tradition. Si on n'utilise pas ce projet, le vrai projet christique, c'est-à-dire ce que ça veut vraiment dire tout ça, ça marchera pas. On va faire évoluer la civilisation comme on a fait évoluer la civilisation en 1789, comme on l'a fait évoluer avant, au XVIe siècle, comme on l'a fait évoluer même après la Deuxième Guerre mondiale, mais on restera dans la domination et dans la souffrance. Donc si on veut vraiment avancer, il faut absolument utiliser ce vrai projet christique. Et là, elle a décrit le fait que tout est codé, mais ça peut très bien bifurquer vers l'Antéchrist, avec notamment l'exemple de Didier Qualac. Didier Qualac, j'ai déjà fait une vidéo sur lui en lui faisant remarquer qu'il ignorait systématiquement les symboles celtiques, les symboles odiniques dans son décodage des cathédrales et des châteaux. C'était il y a plusieurs années. Et malheureusement, au lieu de prendre en compte ce paramètre, il a continué de l'ignorer royalement. Et donc ça me laisse penser qu'il est peut-être dans une gestion de perception. Que peut-être il occulte volontairement tout ça pour arriver à d'autres conclusions par rapport à ce message des ancêtres. Parce que Didier Qualac, ça ressemble énormément à ce que je fais, ce qu'il fait. Il va décoder les châteaux, il va décoder un certain nombre de cathédrales, mais sa conclusion n'a rien à voir avec la réalité de ce codage. Il va occulter énormément d'aspects du codage, énormément, à commencer par les levées de soleil au solstice, les symboles eux-mêmes, les symboles celtiques, etc. 90% du codage, en fait, il va l'ignorer. D'un point de vue technique, je parle, les techniques de codage, les plus effectives, les plus remarquables, les plus indiscutables, les plus claires, il va les ignorer. Tout ça pour arriver à une conclusion que, en fait, oui, c'est l'Apocalypse. Donc là encore, ça va dans le sens de ce que je dis. Hein. On pourrait croire à une vraie révélation. Mais en fait, pour lui, le monde va être détruit et c'est lié aux extraterrestres. Les extraterrestres seraient les grands instigateurs des changements de civilisation. Ils auraient des connaissances qu'on n'a pas. Il y aurait des êtres exogènes, exoterrestres, des êtres supérieurs à l'homme et ceux qui expliqueraient, c'est leur intervention qui expliquerait tous les anomalies de notre histoire, ceux qui maniganceraient sans doute les choses. Bref, on est sur quelque chose qui n'est pas scientifique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prouver l'existence d'êtres exogènes, c'est impossible. La science officielle commence à communiquer, la science. De toute façon, tout ce qui est trop compliqué, nous on peut pas vérifier. On est obligé de faire confiance à la science officielle, et la science officielle elle-même, on le sait, on peut pas lui faire confiance en fait. Donc voilà, moi ça me laisse perplexe. On est dans un projet qui fait le jeu de l'Antéchrist, on est dans un projet qui pourrait être le projet de l'Antéchrist, c'est-à-dire faire croire que l'être humain est inférieur à des extraterrestres, faire croire à un sauveur extérieur non humain, tout ça en occultant 90% des faits scientifiques en réalité. Donc là, attention, projet Antéchrist potentiel. Mais encore une fois, je ne juge pas, moi j'apporte les éléments. Et je suis là pour apporter un éclairage, pour sauver les consciences qui peuvent être sauvées. Sortir de ce lavage de cerveau ambiant des médias. C'est vrai qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles, notamment sur les médias alternatifs où c'est assez insupportable. Je vais y revenir avec Aldostérone. On va parler de ça avec Aldostérone. Mais là, je vais passer donc sur Patricia d'Arrée.
Patricia Daré. Alors elle, c'est une médium très médiatique. Tout ce qui est très médiatique, faut forcément s'en méfier. Mais encore une fois, faut pas juger. Qui sait? Allez savoir. Patricia Daré, ce qui est intéressant dans son dernier livre, et puis elle a fait pas mal d'interviews. Hein, elle a fait énormément de vues. Bon, ce n'est qu'une voyante, c'est pas scientifique ce qu'elle raconte, mais elle a fait énormément de vues. Cherchez l'erreur. Bref, c'est pas grave. Donc c'est intéressant. À un moment donné dans son livre, elle fait une dédicace à Louis XIV, et je vais vous lire sa dédicace. À la mémoire de Louis XIV qui, inspiré et hanté par les Templiers, a construit un palais fastueux, totalement codé et symbolique, afin sans doute de conjurer la malédiction. Donc là, c'est intéressant de voir que Patricia Daré parle en bien de Louis XIV. C'est même doublement intéressant, parce qu'après on va parler de Jean-Patrick Pourtal, brièvement, avec qui elle a fait une interview, et de Rennes-le-Château, et de toute une mouvance Rennes-le-Château qui est anti-Louis XIV. Elle fait le lien donc entre le château de Versailles et les Templiers, par l'intermédiaire d'un code symbolique dans le château. Ça, c'est génial de dire ça, parce que encore une fois, c'est la stricte vérité. C'est ce que j'explique sur la chaîne, le codage. Mais, là aussi, attention, ça pourrait très bien dériver sur le codage de Didier Coillac, enfin sur l'interprétation fallacieuse du codage de Didier Coillac, enfin fallacieuse selon moi. Mais là, c'est vraiment intéressant qu'elle mette en valeur à la fois les Templiers, Louis XIV et le codage dans les châteaux. Même si ce n'est pas une garantie, encore une fois. Et ce qui est intéressant, c'est que Patricia Daré, elle a fait une vidéo avec Didier Coillac, avec Jean-Patrick Pourtal, au sujet des Templiers, et vous savez que, parce que Jean-Patrick Pourtal a fait un livre sur les Templiers, et Jean-Patrick Pourtal est un expert au niveau de Rennes-le-Château. Il y a des vidéos intéressantes de sa part sur Rennes-le-Château. C'est quelqu'un qui est intéressant, qui a beaucoup de connaissances. Par contre, il y a 2 points à souligner. C'est que, il a bénéficié de l'aura de Patricia Daré, qui est venue donc sur sa chaîne pour faire la promotion de son livre. Parce qu'il a fait un livre lui aussi sur les Templiers, je crois, lui qui est expert sur Rennes-le-Château à la base. Donc Patricia Daré, c'est pas anodin, elle va faire une vidéo avec lui, ce qui fait la promotion de son livre. Et dans son livre, ce qui est dissonant par rapport à la vérité objective prouvée, notamment effectivement par mes travaux, c'est qu'il va avoir des déclarations anti-capétiennes, donc anti-Louis XIV finalement. Et il va inverser la vérité par rapport au rôle des Carolingiens. Il va valider le fait que l'histoire de Rennes-le-Château, c'est une royauté usurpatrice. Il va valider le fait, comme Patricia Daré, que les Templiers étaient du côté de la lumière. Mais il va inverser les dynasties. Il va déclarer que les Carolingiens étaient des vrais rois, alors que c'est les faux rois. Et que les imposteurs seraient les Capétiens. Donc Louis XIV, etc. Tout ceci est totalement faux. Jamais de la vie, dans l'affaire Rennes-le-Château, on pressent ce genre d'idée. Dans l'affaire Rennes-le-Château, clairement, ce qu'on voit, c'est que les Mérovingiens sont la vraie dynastie christique, et qu'ensuite ils ont été renversés donc par la fausse dynastie christique. Donc, faussement christique. Donc ceux qui ont reversé les Mérovingiens, c'est les Carolingiens, ça c'est évident. Et donc là, il y a quelque chose de pas du tout logique chez Pourtal, mais pas du tout. Mais en fait, on le retrouve beaucoup dans ceux qui ont les lumières sur eux quand il s'agit de parler sur Rennes-le-Château. Comme de par hasard, ils sont anti-Louis XIV, ils ont toute une histoire pour faire passer Louis XIV pour un salaud, je l'ai déjà entendu se faire insulter. C'est des choses quand même qui sont assez graves, quoi, parce que, en fait, je suis désolé pour eux, mais il y a plein de preuves que vous racontez des choses qui sont fausses. Et s'il y a une dynastie qui a été antéchristique, c'est bien la dynastie carolingienne. Un exemple tout bête, les Carolingiens sont la seule parmi les 3 grandes dynasties royales françaises, la seule dynastie à ne jamais avoir eu aucun saint.
Il n'y a pas un seul roi carolingien qui a été sanctifié, qui a été canonisé, alors que les mérovingiens, il y en a à l'appel. Il y en a plusieurs. Hein. Il y en a 3, 4, 5 si on compte les reines. Je crois qu'on arrive à plus de 5 ou à 5. Et puis chez les Capétiens, il y a quand même eu le bien-aimé Saint Louis, qui est vraiment un roi que personne ne peut contester de sa sainteté. Et pourtant, c'est un roi bien capétien. Et puis, il y a eu d'autres rois après, comme Louis XIV ou François Ier, qui ont quand même fait énormément de choses pour la France, énormément. Et c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on a tous ces châteaux, que la France est la France aujourd'hui. C'est grâce à des rois comme François Ier et Louis XIV. Donc, voilà. Ça me dérange. Ça, c'est le côté qui laisserait imaginer que il pourrait être du côté antéchrist. Encore une fois, voilà. Ces gens sont pas forcément conscients de tout ce qu'ils font. Mais voilà, cette interview de Darré avec Pourtal est à mettre à son discrédit. Malgré les choses positives qu'elle a pu dire sur Louis XIV, etc., sur les Templiers, peut-être que derrière, il y a l'idée de vous emmener vers le faux projet antéchrist avec les sauveurs extraterrestres. On peut donc parler de la gestion de perception, justement, parce que ce que vous remarquerez avec tous ces gens sans exception, tous là, hein, même ceux que j'ai cités plutôt positivement comme Lafargue, aucun ne parle des Vikings, aucun ne parle des Celtiques, des païens. Ça me gêne énormément parce qu'on a vraiment l'impression qu'on est dans de la gestion de perception. Ils préparent le terrain pour que vous ne puissiez pas faire le pont avec mes travaux, que vous puissiez pas aller vers le Christ, puisque le secret du Christ, je vous rappelle, un des grands secrets, c'est que le Christ, Jésus, était odinique de religion. Le nom du Père est Odin, et voilà, la vraie religion chrétienne, au départ, elle est celtique, elle est celto-odinique. Et donc, voilà, on dirait vraiment que ils ont réfléchi à l'avance et ils vont jamais citer ce genre de choses. Il y a toute une liste de choses qu'ils ne citent pas. Donc, comme je vous ai dit, les Vikings, etc. Et puis, Oleg de Normandie, évidemment, ils ne me citent jamais. Et tout ça, voilà, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans de la gestion de perception et qu'on est face à des faux amis potentiels. Alors, on verra comment les choses vont évoluer. Encore une fois, il faut leur laisser le bénéfice du doute. Peut-être qu'ils n'ont pas encore pigé ce que je fais, mais c'est vrai qu'ils me connaissent. Ça, c'est indubitablement, ils me connaissent. Peut-être faut leur laisser le temps de digérer les données que j'apporte, parce que eux, ils sont là depuis longtemps et ils ont des idées qui ont été forgées sur le paradigme fallacieux dans lequel on vit, qui est un paradigme antéchristique. En fait, l'antéchrist, il est là depuis longtemps, en quelque sorte. Mais on va plutôt dire que c'est le règne du diable qui est là, et que l'antéchrist, c'est vraiment l'imitateur de la révélation de Jésus-Christ. C'est celui qui va faire semblant d'apporter une révélation, faire semblant d'attaquer le diable, pour mener, certes, à une réforme civilisationnelle, mais pas celle dont on a besoin, pas celle qui doit advenir. On passe maintenant à Aldo Stéron, qui est un youtubeur que j'ai longtemps apprécié. Et puis là, j'ai été choqué, profondément choqué par son programme, ses différentes vidéos depuis plusieurs mois, concernant son départ. Parce que derrière ce qu'il montre comme une étape de sa vie personnelle, il y a en fait tout un plan organisé, toute une volonté de pousser les gens qui le suivent à quitter la France. Je vais donc vous demander d'écouter mon analyse sur Aldo Stéron dans le prisme donc des faux amis et de l'antéchrist et de l'apocalypse qui est en train de se dérouler en France. La France combat contre les forces du mal, c'est le foyer de résistance au mal grâce donc à la révélation de Jésus-Christ qui a été déposée en premier lieu en France et puis ensuite dans ses pays voisins. Et là, comme par hasard, Aldo Stéron, il incite son public à quitter non seulement la France, mais l'Europe. Vous voyez,
il a bien insisté, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, ce sont des pays qui vont devenir, c'est de sa bouche, hein, des pays du tiers-monde. Des pays du tiers-monde. Il l'a dit plusieurs fois. Il l'a dit plusieurs fois. Mais là où franchement, tu m'as particulièrement agacé, c'est que tu pars comme ça en plus à Dubaï. Alors là, vraiment, tu es sans gêne. Depuis des années, tu passes pour quelqu'un d'éveillé, de conscientisé, qui lutte contre les forces du mal. Et là, tu vas dans l'antre de la bête. À Dubaï, un pays sous contrôle américain, comme l'Arabie Saoudite, etc., tous ces vassals de l'Amérique, où règnent des orgies violentes, de la maltraitance de jeunes femmes blanches, souvent venues d'Europe de l'Est, qui sont, on le sait à Dubaï, hein, ils font des soirées où ils attirent des jeunes femmes d'Europe de l'Est, et puis ils abusent d'elles, c'est en mode soirée Puff Daddy. Et puis on retrouve de temps en temps, on a retrouvé là il y a quelque temps, je crois que c'était, je sais plus, peut-être une Ukrainienne, j'en sais rien, rouée de coups. Une jeune femme complètement rouée de coups, retrouvée inconsciente sur le trottoir. La police de Dubaï arrive, et au lieu de prendre en compte sa plainte, de faire une enquête, parce que cette jeune fille-là, évidemment, c'est facile de voir avec qui elle a fait une soirée. Des gens à Dubaï très importants, évidemment. Et là, la police de Dubaï, non, ils ont dit que, en fait, elle était tombée d'un échafaudage. Voilà. On est en plein Martin Scorsese. Hein. Non, c'est bien la réalité, les amis. C'est la réalité de ce qui se passe à Dubaï. Tout le monde sait très bien que ces pays arabes-là maltraitent les femmes, maltraitent les humains. Le Qatar, pays esclavagiste, la Coupe du Monde faite par des esclaves. Tu es vraiment dans l'antre de la bête. Sincèrement, aldostérone, un peu de décence morale. Là, t'es à Dubaï, mais même n'importe quel autre pays à la mode. Là, en ce moment, ils vous incitent tous à y aller, mais c'est des dictatures. Prenons par exemple le Maroc, qui est plus sympathique que Dubaï. Mais là-bas, c'est pareil, la police, elle est corrompue. Au Maroc, tu roules en voiture, tu te fais arrêter par les flics, ils te demandent un billet. Ils disent « Oui, monsieur, vous êtes passé au feu orange. » Effectivement, il y avait des feux verts. Aucune honte. Les policiers veulent te mettre des amendes alors que tu n'as rien fait. Et ils le savent très bien. Et il faut que tu mettes un billet. Et ça, le pire, c'est que c'est passé dans les mœurs. C'est normal. Non, mais sans déconner. Mais vous vous rendez compte un petit peu? Tu crois qu'aldostérone, tu crois que dans ces pays-là, tu vas pouvoir critiquer la politique du gouvernement, que ce soit au Maroc ou que ce soit à Dubaï? Tu crois que tu vas pouvoir critiquer la politique des pays? Absolument pas. Tu vas te faire embarquer direct. La police est corrompue par nature et le pire, c'est que tout le monde trouve ça normal. Est-ce que tu te rends compte? On n'a pas du tout les mêmes valeurs. Alors certes, il y a plus de valeurs familiales en ce moment dans ces pays-là, mais c'est pas de la faute des Français. C'est parce qu'on est attaqué, on subit une guerre intellectuelle. On est attaqué de l'intérieur, nos élites sont corrompues. Mais le peuple français lui-même, moralement, il n'est pas mort. Tu peux aller voir la police française si tu es une étrangère qui t'est fait tabasser. Tu vas pouvoir porter plainte. Tu vois ce que je veux dire? On est face à un empire de la finance, une dictature mondiale qui veut éliminer les derniers bastions de résistance. Et la plus grosse résistance, c'est l'Occident, c'est la France et ses pays voisins, où là on a des vraies valeurs. C'est encore aujourd'hui, malgré tout ce qui arrive, le pays de la justice, la France. Et oui, je le dis, il ne faut pas mélanger les médias qui sont en France et le pouvoir du peuple français. Les Français ont des valeurs, les policiers français ont 1000 fois plus de valeurs que les policiers marocains. Les policiers anglais ont des valeurs.
Nous sommes la résistance. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons été élus par Dieu. Et c'est pas par hasard. C'est-à-dire qu'il est écrit en France, il est installé en France, la solution de sortie, la recette pour vaincre l'Empire. Elle est ici. Et si c'est ici qu'elle est écrite, c'est parce que nous sommes un peuple valable. Malgré tout ce que tu peux dire de mon pays, Aldostérone, j'en suis fier. Et je me battrai pour cette nation. Et je me battrai surtout pour la valeur de vérité et de justice. Une valeur qui n'existe pas dans ces pays comme Dubaï et tous ces pays où l'étranger n'est accueilli que parce qu'il a de l'argent. Mais il faut qu'il ferme sa bouche. Il n'a pas à la ramener. Nous, en France, n'importe qui peut la ramener. C'est incroyable, un pays comme ça. Il faut protéger ses valeurs. Et nous, occidentaux, dernier bastion de la liberté et de la vérité et de la justice, malgré l'oppression que l'on subit, malgré le lavage de cerveau que 95% d'entre nous prennent de plein fouet, malgré tout, nous allons gagner. Nous allons gagner grâce à Dieu, grâce au Christ, grâce à Odin et grâce à la Renaissance viking. Au nom du Saint Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était et qui est arrivé, la France va porter l'étendard de la justice. Car en France, nous sommes plus justes que dans ces pays où tu nous invites à aller. Alors, je sais très bien que tu vas sûrement terminer ta route aux États-Unis ou en Russie. Et que là-bas, c'est peut-être moins pire, effectivement, que Dubaï. Et que la police est sans doute moins corrompue que dans les pays maghrébins. Mais même là-bas, tu ne pourras pas critiquer le gouvernement comme tu le fais. Aux États-Unis, tu pourras peut-être parler. Mais les États-Unis, tu vas me dire que c'est un exemple, franchement ? Tu as vu comme on laisse les gens mourir dans la rue? Des Américains de souche, des Blancs. Il y a tout un quartier Kensington, à Philadelphie, un quartier riche. Des centaines, des milliers de zombies drogués qui restent là pendant des mois à vivre dans la rue, aux yeux de tout le monde. Et la drogue est vendue aux yeux de tout le monde. Et les gens se droguent. Ils sont couchés dans des états lamentables en plein milieu de la rue. Et on laisse faire. Il faut le voir pour le croire. Les zombies de Kensington à Philadelphie, regardez si vous ne connaissez pas. Et comment ils se fournissent en drogue? Figurez-vous que c'est le gouvernement américain lui-même qui leur fournit. Ben oui, ça coûte moins cher que de les soigner, voyons. Les États-Unis ne sont pas un exemple. Les États-Unis, c'est... Franchement, c'est pas un pays où réside l'amour et la solidarité. Certes, il y a une certaine liberté d'expression, et encore. Le danger pour les États-Unis, c'est les Américains. Parce que les Américains sont d'origine occidentale et qu'ils ont, eux, des valeurs, ce peuple américain. Et c'est pour ça qu'ils subissent, eux aussi, la stratégie du wokisme. Mais les États-Unis n'ont pas la botte secrète que nous avons en Europe, c'est-à-dire ce patrimoine, ces cathédrales, ces traditions. Ils n'ont pas ce background culturel, cette histoire pour les sauver. Mais je sais que tu vas sûrement finir dans l'un de ces pays-là parce que je pense que tu travailles pour l'Empire et donc l'Empire a pour stratégie de vider la résistance occidentale européenne de ses sources vives et de les éparpiller comme ça dans le monde. Mais les amis, il y en a beaucoup, hein, ils font les beaux, ils sont en Thaïlande, au Maroc. Faites les beaux, vous allez voir quand le verrou va se refermer sur vous. Vous n'allez être qu'un étranger. Tu crois que tu vas continuer à vivre comme ça, comme un coq en pâte, dans un pays qui n'est pas le tien? Tu rêves, mon gars, tu rêves. Il n'y a qu'en Occident où on accepte comme ça les étrangers. Dans 20 ans, dans 30 ans, la dictature marocaine, si elle décide, ben voilà, tous les Français doivent devenir musulmans ou dégagés, tu vivras plus comme tu veux, tu vivras comme ils veulent. Et tu ne pourras pas rentrer en France parce que la France, ben tu l'auras laissé tomber. Et parce que tu l'auras laissé tomber, elle sera devenue une dictature infâme. Il n'y a qu'à éteindre les médias. Il n'y a qu'à arrêter de regarder ces chaînes YouTube qui sont autour de l'aldostérone et qui invitent à l'aldostérone. C'est elle qui vous casse le moral et qui vous ruine. Coupez ces chaînes-là. Ne regardez plus. Déménagez en province. Il y a des très beaux endroits.
et combler le vide laissé par cette absence de consommation de vidéos. Achetez des livres sur Odin, lisez l'évangile du Christ. Intéressez-vous, réfléchissez, regardez la tradition, regardez le code des pyramides, regardez tout ce qu'il y a à chercher, visitez les églises, découvrez ce fabuleux code, consommez cette nourriture extraordinaire, cette nourriture divine qui nous est léguée. Consommez de l'or au lieu de consommer ce poison qui est répandu par les médias alternatifs sur Internet. Poison que Aldostérone a contribué à répandre et aujourd'hui, oh tiens, ça y est, oh la lumière se serait allumée, il aurait compris que ce serait pas bon pour la santé mentale et qu'il faudrait peut-être arrêter, que ça servirait peut-être à rien au bout d'un moment donné. Mais bizarrement, il associe ça au fait de partir de la France. Alors là, je vois pas le rapport entre couper les médias et quitter son pays natal. Enfin bref, de toute façon, Aldostérone, il est algérien, c'est un apatride. C'est un apatride et ils veulent transformer les Français en apatrides. Les Français conscients surtout. Ne faites pas ça, ne rendez pas service à l'Empire. L'Empire et le gouvernement français corrompu, qui est un gouvernement impérial, veut vider la France de sa résistance. Ne faites pas ça. Les médias alternatifs appartiennent à l'Empire. Ils veulent... À chaque fois, j'entends ça tout le temps. Ouais, il faut quitter la France, c'est nul. Non, 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 on est chez nous et on va rester chez nous. Même pas seulement par simple patriotisme et par simple fidélité. On va rester chez nous parce que chez nous, il y a la porte de sortie. Il y a l'hydromel divin. Il y a le bon vin de Dieu. Il y a la révélation du Christ. Il y a une autre nourriture. Il y a autre chose à faire que d'écouter ces médias de merde. Alors, nouvelle suivante. Les vitraux de Notre-Dame de Paris. Un mensonge d'État. Alors, il s'agit, vous savez, de l'affaire des vitraux qui n'étaient pas endommagés par l'incendie, mais que Macron veut changer quand même. Donc, il s'agit de 6 chapelles sur 7 par rapport à la partie bas sud. Donc, c'est énorme. C'est-à-dire, c'est... Vous voyez la baie de vitraux, là, ici. Ça, c'est une chapelle. Il y en a 7 dans le secteur. Il veut en changer 6. C'est des vitraux d'origine. C'est des vitraux traditionnels avec des symboles géométriques dans lesquels se cachent des runes, dans lesquels se cache le sceau de Dieu, le sceau divin. On peut y retrouver la rune Gare, etc. Il veut quand même les changer. Donc ça a été refusé par le CNPA. Et puis là, il est revenu à la charge. Et avec la complicité de la ministre de la Culture, Rachida Dati, eh bien, ils sont passés en force. C'est-à-dire qu'ils ont quand même validé le changement des vitraux. Malgré, en fait, qu'ils n'ont pas eu l'accord du CNPA. Et ils se sont permis... alors, ce qu'ils ont fait, pourquoi un mensonge d'État ? Bah, tout simplement, en fait, parce que Rachida Dati a trompé les médias, le président aussi, enfin bref, ils ont fait croire qu'ils avaient eu l'accord du CNPA, alors qu'ils ne l'ont pas eu du tout. Voilà. Donc, voilà, ils mentent aux médias, on ne sait pas si les médias sont complices ou pas, mais voilà, on continue à nous mentir violemment. Et donc, on continue à ne pas respecter la loi. Donc ça, c'est voyoucrate, c'est ne pas respecter la loi, puisque c'est un monument historique, c'est un bâtiment construit par nos ancêtres, avec un certain codage, une certaine lecture. Donc là, c'est comme si on caviardait une page d'un texte religieux. Il faudrait demander à Rachida Dati, à tous ceux... Par exemple, tiens, demandons à tous ceux qui défendent l'islam en France, et Dieu sait s'ils sont nombreux, s'ils trouveraient normal que les éditions du Coran en France, on enlève certaines pages. Voilà, on prenne des pages, on les enlève, et puis on les remplace par d'autres. Et puis voilà, et puis tous les Corans imprimés en France, ou même dans le monde, ce serait comme ça, parce que la cathédrale Notre-Dame de Paris, elle est unique au monde. Hein. Il y a des gens qui viennent du monde entier. Donc en fait, voilà, est-ce que vous trouveriez normal
qu'on enlève des pages du Coran et qu'on imprime des nouvelles versions de Coran avec avec un caviardage dedans, dans le monde entier. Est-ce que c'est normal? Parce que là, c'est la même chose, en fait. C'est la même chose. Notre-Dame, c'est un livre de pierre, un livre de verre, ici, un livre codé. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, il est évident que je ne suis pas du tout content. Et il y a une pétition qui est déjà en cours. J'ai déjà relayé l'information et la pétition. Je vais leur remettre en description la pétition. Et je songe éventuellement à organiser une manifestation contre le remplacement de ces vitraux. Je ne sais pas encore où. Je pense que devant Notre-Dame, ce serait sans doute le plus significatif. Manifestation devant Notre-Dame pour empêcher le remplacement des vitraux ou ailleurs dans Paris, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes partant? Dites-le moi en commentaire. À réfléchir. Il y a Didier Rickner là, et puis au niveau de la pétition, ils sont 300 000. Donc, est-ce qu'on pourrait se joindre à eux s'ils organisent quelque chose? Ou est-ce que, de manière autonome, moi, je peux lancer quelque chose à réfléchir. Mais là, vraiment, c'est incroyable la guerre qu'on nous fait. C'est une guerre extrêmement violente, mais c'est une guerre intellectuelle, une guerre psychologique. On est en train de faire frire les Français. On les fait cuire avec des très mauvaises nouvelles, comme disait Aldostérone, et la seule échappatoire, c'est le code de nos ancêtres, qui est un autre monde qui nous permet de respirer et de voir surtout comment on va évoluer vers une nouvelle civilisation. Et même ça, ils veulent nous le couper. Donc ils sont vraiment dans une opération, ils nous font cuire à petit feu, ça va pas trop fort pour pas que les gens se rendent compte qu'ils sont en train d'être cuits. On essaye de nous tuer à petit feu. C'est grave. Il s'est passé quelque chose à Rocamadour concernant l'épée Durandal. Figurez-vous que l'épée légendaire Durandal est de retour à Rocamadour. Enfin, en fait, c'est une réplique. Une nouvelle réplique a été réalisée et elle a été donc réenfoncée dans la roche de Rocamadour. Donc je rappelle que cette épée légendaire, présente depuis très 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 longtemps dans ce rocher, avait été enlevée le 22 juin dernier, au lendemain de la publication de mon documentaire Excalibur, qui révélait le grand secret de la croix du Christ et de l'épée Excalibur, puisque les deux en réalité ne font qu'une, etc., etc. Il a donc été établi un lien de cause à effet direct entre les deux événements, qui a été ensuite recorroboré et revalidé par plein d'autres signes durant les mois qui ont suivi. Sauf que là, eh bien donc l'épée a été remise. Alors on va regarder tout ça. Bon, encore une fois les amis, faut bien comprendre que vous avez compris des choses que les gens ignorent totalement. Donc quand l'épée a disparu, évidemment tout le monde a cru que c'était un vol. Personne ne connaît tous les secrets qui sont en train d'être révélés. Et donc ça a été mal perçu. Ça a été mal perçu. Hein. Ils n'ont absolument pas vent de ce que c'est que la tradition. Et donc ils attendaient à ce qu'on remette très rapidement une nouvelle épée. Et il y a eu tout un tas d'événements. Moi j'avais suivi l'affaire de près. Au mois de septembre, il y a eu un événement avec un forgeron qui a reforgé 2 épées. Puis des belles épées. Hein. Enfin, il y avait plein de gens qui du coup, comme ça avait fait un peu de bruit au niveau médiatique, ça avait été relayé dans les médias genre BFM, même TF1, hein, même TF1. Ça avait fait de la pub, donc il y avait plein de gens intéressés pour se faire de la pub. Évidemment, qui avaient proposé une nouvelle épée. Donc ça, il y avait une nouvelle épée, il y avait plein d'épées à foison. Et donc, ils devaient voilà, ils ont fait une cérémonie au mois de septembre. Mais, malgré tout, ils n'ont pas remis l'épée. Ils n'ont toujours pas remis l'épée.
En fait, l'épée n'a été remise qu'au mois de février. Donc là, déjà, étrange. Pourquoi ne pas remettre l'épée rapidement, étant donné que en plus c'est un lieu touristique qui a donc besoin de Durandal, c'est un attrait Durandal. Les gens vont à Rocamadour pour voir la beauté du lieu, et puis pour voir Durandal, hein, du coup. Eh bien non, elle n'avait pas été remise alors qu'ils auraient pu la remettre déjà au mois de septembre. Et puis là, elle a été remise au mois de février. Mais pas à n'importe quel moment. Regardez, si on étudie ça avec sérieux, voilà la nouvelle épée, on voit qu'elle est neuve. Alors, une restauration fidèle et respectueuse. Aujourd'hui, Rocamadour tourne la page et célèbre le retour de Durandal. La nouvelle épée a été forgée par l'artisan qui, en 2011, avait réalisé l'ébauche de la précédente lors de son déplacement au musée de Cluny. Oui, parce qu'en fait, en réalité, l'épée avait déjà été enlevée en 2011, mais c'était un déplacement officiel. C'était pour la présenter au musée du Moyen-Âge de Cluny. Et en plus, 2011, c'est une date intéressante parce que c'est à partir de 2012 donc, que les angles solaires coïncident de manière à ce qu'on puisse lire le message du Christ, le message des ancêtres. Donc, on a l'impression que c'était un clin d'œil de l'avoir enlevé en 2011, juste avant 2012, un air de dire à partir de 2012, elle pourra être retirée. Son installation a été confiée à Florian et Angélica. En plus, le musée de Cluny, je ne sais pas si je peux vous le dire ou pas, je me rappelle plus si je l'ai déjà dit, mais il est à 666,00 km exactement de Notre-Dame, de Lourdes, de la grotte de Lourdes. Hein. Donc le musée de Cluny, il est doublement important. C'est vraiment le musée du Moyen-Âge, il y a des artefacts mérovingiens, et il est lié à la grotte de Lourdes, donc il est lié vraiment à plusieurs fois à la tradition. C'est pas n'importe où, le musée de Cluny à Paris. Et 2011, c'est pas n'importe quelle année, donc non plus. Donc, là, en 2025, au mois de février, la réinstallation de l'épée a été confiée à Florian et Angélica. Il y a Ange dans Angélica, et Angélique d'ailleurs. Florian étant celui qui l'avait précédemment décroché en 2011, ce choix symbolique assure une continuité dans la transmission de ce précieux témoignage historique. Donc, essayons de lire un petit peu entre les lignes. Moi, je vous avais dit, bon, voilà, symboliquement, cette épée, le 22 juin, elle a été retirée par un ange. Symboliquement, c'est l'esprit de l'ange, en tout cas, qui l'a retirée, hein, cette épée mythique placée par l'archange Saint-Michel en 778, a donc été retirée par un ange au moment de la révélation, après 2012, donc, dès que, ça y est, quelqu'un a découvert le grand secret. Et puis, là, quand ils l'ont remise, c'était le 21 février dernier. Mais le 21 février dernier, c'est la veille du Code des Pyramides 6 sur Rennes-le-Château et sur Rocamadour, justement. Parce que j'avais annoncé le 2 février par une vidéo que j'allais publier le Code des Pyramides 6, donc sur le sujet de Rocamadour, Durandal et Rennes-le-Château. Et j'avais d'ailleurs dévoilé un nouveau secret concernant l'épée Durandal, le 2 février déjà, en avance, en guise de hors-d'œuvre. Et donc, là, il semblerait qu'il y ait encore un lien de cause à effet avec mes publications. Puisque si l'épée a été retirée au lendemain du documentaire Excalibur, là l'épée a été remise la veille de la sortie du documentaire sur Rennes-le-Château, Code des Pyramides 6. Donc c'est très intéressant parce qu'en plus il y a une vraie logique. On l'enlève le lendemain et on la remet la veille. Parce que enlever et remettre, c'est pas la même chose.
C'est pour ça que le lendemain et la veille, c'est pas la même chose non plus. Donc il y a une logique qui est respectée. Ensuite, si on étudie les noms, on s'aperçoit que celui qui l'a retiré s'appelle Florian. Florian, en gématrie, ça fait 75, c'est-à-dire Durandal. Donc Florian, c'est celui qui l'a retiré déjà en 2011 pour l'amener à Cluny, puis il l'a remis évidemment. Il s'appelle Florian. Gématrie 75, Durandal. Donc en fait, il s'appelle Durandal. Encore un heureux hasard. Encore un heureux hasard. Et puis, là, pour 2025, le 21 février, quand ils l'ont remise, là, cette fois-ci, il y a une nouvelle personne qui apparaît. C'est Angelica. Donc cette fois-ci, ça a été remis en place par Florian et Angelica. Alors pourquoi ils étaient deux sur ce coup-là, je ne comprends pas. Parce que, en plus, il faut faire de l'alpinisme pour la remettre. Mais bref. C'est marrant de voir que c'est Angelica, donc il y a Ange dedans. Donc comme je vous le disais, symboliquement, cette épée, en fait, là, elle a été retirée par un ange le 22 juin, et donc elle a été remise aussi par le même ange, enfin par un ange en tout cas, symboliquement, en cette date. Et ensuite, c'est pas terminé, puisque donc, si on prend Angelica, Florian, vous faites Florian plus Angelica, vous avez 135 ou 134. Et en fait, si vous prenez... Donc quand on a compris le secret, hein, on sait que Durandal, une fois qu'on a compris ce qu'elle renfermait, en fait, elle renfermait l'épée Excalibur elle-même. Si vous prenez Excalibur en gématrie et Oleg en gématrie, vous obtenez 135 ou 134. Donc, Florian Angelica, 135 ou 134. Sachant que Florian, c'est Durandal. Donc, Durandal, Angelica, 135 ou 134. Oleg Excalibur, du coup, puisque j'ai trouvé le secret, 135 ou 134 aussi. Donc, il y a un d'écart, mais le prénom Angélique tout court, c'est pas du tout la même gématrie. Bref, Angelica, comme ça, écrit K-A, il n'y a peut-être pas 1 million de prénoms non plus pour se connecter à Oleg Excalibur. Je dis ça, je dis rien, mais en termes de probabilité, là encore, ça paraît quand même difficile que ce soit un hasard. Donc voilà, voilà. L'épée retirée au lendemain du Code des Pyramides 2, l'épée remise à la veille du Code des Pyramides 6, des prénoms en gématrie qui sont significatifs. Angélique, Angelica, les anges. Voilà, bah écoutez, je vous laisse avec ça. J'ai fait le tour. Enfin, il fallait que je vous tienne au courant de l'affaire avec le Grand Virage. Vous savez, le Grand Virage a fait une vidéo diffamatoire, calomnieuse à mon égard. J'ai donc pu mobiliser les services d'un avocat et je vous en remercie parce que c'est grâce à vous, j'avais lancé un financement participatif pour mon aide juridique. Et donc, grâce à vous, j'ai pu donc entamer une démarche juridique avec un avocat. Donc, ce qu'on a fait, comme je vous l'avais dit, c'est qu'on a demandé un droit de réponse. Donc, on a fait une belle lettre d'avocat, une lettre d'avocat, enfin c'est mon avocat qui l'a envoyée, ça coûte déjà cher, plusieurs centaines d'euros. Et puis, eh bien malheureusement, le Grand Virage n'a pas répondu, il a ignoré. Alors ensuite, évidemment, il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de discussions avec l'avocat. Et il m'a dit, certes, vous êtes dans votre bon droit à porter plainte, cependant, sachez que le Grand Virage pourra toujours jouer la carte qu'il était de bonne foi. Et s'il arrive à convaincre les jurés qu'il était de bonne foi, il pourra être relaxé. Alors, j'ai réfléchi et donc j'ai décidé pour le moment de ne pas faire de poursuite judiciaire.
Simplement, voilà, vous expliquez et vous apportez la preuve de la malhonnêteté du Grand Virage, qui a donc refusé le droit de réponse. C'est pas normal. C'est pas normal et ça montre toute sa malhonnêteté, voilà. Et vous en avez là donc la preuve. Moi, encore une fois, je le dis toujours, et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, tous les gens que j'ai critiqués dans cette vidéo, tous ceux que j'ai cités dans cette vidéo, ils sont les bienvenus. J'ai bien dit les bienvenus, je les laisserai s'exprimer sur ma chaîne. D'accord ? Si ils sont pas contents de ce que j'ai dit, même si, encore une fois, comme je le dis, j'essaie de ne pas les juger, j'essaie d'être le plus objectif possible, ils sont vraiment les bienvenus pour venir s'exprimer ici et me répondre. Il n'y a aucun problème, ils viennent sur ma chaîne. Vous avez vu, j'ai même pas mis leur nom dans la... Quoique si, je vais peut-être mettre le nom, ça fera peut-être plus de vues. Je vais peut-être mettre le nom de ces personnes, j'en sais rien. Mais bref, c'est pas une vidéo exprès sur une personne pour la casser, comme m'a fait le Grand Virage. Vous voyez, le Grand Virage, il a vraiment fait une vidéo vraiment dégoûtante, où du début à la fin, il essaye de me nuire à 100%, c'est que sur moi. C'est un mélange de moquerie et puis de calomnie. C'est que sur moi, mon visage, tout. Et malgré cela, il ne m'autorise même pas au droit fondamental qu'est le droit de réponse. Le droit de réponse que Dieudonné, lui, a eu sur un grand média mainstream, qui est sur Internet, qui s'appelle Légende, qui veut se faire passer un peu pour un média conscient, mais on voit bien que c'est l'État qui est derrière. Donc Dieudonné, lui, il n'y a pas de problème, on lui accorde ses droits de réponse. Mais moi, non. Moi, je suis plus wanted que Dieudonné. Donc, c'était Oleg de Normandie, comme d'habitude, comme depuis le début, pour la vérité, pour la justice, donc pour un monde meilleur. Et on y arrivera, les amis. À bientôt, au revoir. Et puis, n'oubliez pas qu'on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche dans ce monde. Donc, n'oubliez pas aussi de me soutenir si vous le pouvez sur Tipeee ou en faisant des dons à l'association ou en allant consommer des produits sur ma boutique en ligne espritviking.com. Merci à tous. Merci. À bientôt. Au revoir.